Je vais parler un peu du bilan du président Ouattara. Et là, je vais lire rapidement pour passer. Aujourd'hui, si on doit parler du bilan du président Ouattara, c'est pour dire à ceux qui vont aller se faire inscrire que la Côte d'Ivoire ne s'est jamais sentie aussi en bonne forme que sous le président Ouattara. Et lorsque vous regardez la réalité aujourd'hui, moi j'ai pris le taux de la pauvreté en 2011, quand le président Ouattara prend le pouvoir. Parce que il y a une synthèse des analyses qu'on fait. Moi, je compare toujours les propos des grandes institutions. Je regarde comment je peux contredire le gouvernement de Côte d'Ivoire et puis faire ressortir les points qui ne marchent pas et puis maintenant les critiquer dessus. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un lien qui est le suivant, que je vais poster maintenant. Quand je prends ce lien que je viens de poster, je vais poster 2 fois pour ceux que ça va aider. Maintenant, je regarde ce lien-là et je le compare avec le dernier rapport de la Banque mondiale. Ici, parce que mon intention, c'est de voir en réalité, est-ce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire, nous sommes déjà leurs partisans et on ne pourra pas voir toute la vérité. Et je fais une comparaison avec le dernier document de la Banque mondiale. Et donc, je fais une analyse en essayant de comparer. Et ce que je découvre dans le document ivoirien, c'est qu'en 2011, nous sommes à 51,5% de taux de pauvreté. Les gars qui parlent beaucoup là. En Côte d'Ivoire, en 2011, on va arrondir les chiffres. Au lieu de 51% ici, on va prendre 52%. Et le taux de pauvreté qui a baissé de 2011 à 2022, on va prendre, au lieu de 57,5%, on va arrondir ça à 58% pour rendre les choses beaucoup plus simples. Donc, si le taux de pauvreté en 2011 était à 52%, sinon le vrai chiffre c'est 51,5%, bon, prenons les vrais chiffres pour ne pas que les gens viennent dire qu'on a menti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de la moitié des Ivoiriens étaient des pauvres. Ça, c'est clair. Mais lorsque nous sommes en 2024 aujourd'hui, en octobre 2024, moi j'ai fait le rapport comparatif de 2011 à 2024, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. En 13 ans là, de 51,5%, je vois que le rapport de la Banque mondiale nous dit que le taux de pauvreté est à 37,5%. Je n'ai pas besoin de ce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire va me dire. Au contraire même, je mettais en doute même ce que le gouvernement Ouattara dit. Pas par méchanceté, mais par souci d'honnêteté intellectuelle. Et donc, je diversifie mes sources pour avoir mon opinion. Et le dernier document de la Banque mondiale nous dit que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est de 37,5%. Ça veut dire quoi dans la réalité simple? Ça veut dire que le nombre de pauvres là, on a pu faire diminuer ça de 14% en 13 ans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en 13 ans, sur les 30 millions d'Ivoiriens là, on a pu aider 14% des 30 millions. Ça fait combien de personnes? Ça fait 4 200 000 personnes. Et c'est la Banque mondiale qui nous dit ça. C'est pas comme ça ils ont écrit. Mais les statistiques qu'ils donnent là, moi je fais ça, je traduis ça dans la réalité pragmatique pour expliquer à mes parents. Même si vous n'aimez pas Ouattara là, en 13 ans, il a fait sortir 4 200 000 personnes dans la pauvreté. Donc c'est quel pays vous dites la vie est chère, ça ne va pas là? C'est où? C'est quel pays? C'est pas la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas dit que nous sommes à Calipolis, que nous sommes à Alice au pays des merveilles. Nous sommes dans la vraie vie. Ce monde par définition n'est pas un monde idéal. Mais ceux qui posent des actions, il faut aussi reconnaître leurs actions. Ça fait 4 200 000 personnes. Propre, tu as aimé ou c'est ton problème, tu n'as pas aimé là. La réalité, elle est collée. Ça fait 1. Donc, bilan de Ouattara là. Ça, ce sont les chiffres de 2022. Hein. 2023, 2024, je ne me suis même pas intéressé à ça. Et donc, c'est tellement clair qu'on veut que les gens viennent nous démontrer que ce qui est dit là n'est pas vrai. Mais si je me base sur la politique sociale,
Il n'y a pas, sur la politique économique, il n'y a pas un gouvernement qui a pu combattre la pauvreté, la misère, avec beaucoup d'intelligence. Il n'y a pas un gouvernement qui a réussi à faire ce combat-là plus que le gouvernement du docteur Ouattara. Et c'est pourquoi les effets, on les ressent à travers les filets sociaux, à travers le déblocage des salaires. Depuis 25 ans, il n'y avait pas eu d'augmentation des salaires. C'est le président Ouattara en fin 2000, il ne sait plus en quelle année, mais il n'y a pas longtemps, je crois que c'est en 2023 ou quelque chose, il a augmenté les salaires. Il a débloqué les salaires qui étaient bloqués depuis 25 ans. Ceux qui ne savent pas là, l'autoroute Abidjan-Bassam, quand vous passez dessus, vous êtes content. Ça a coûté combien? Ça a coûté 154 milliards 666 millions de francs CFA. C'est ce qu'il faut qu'on explique aux gens. Mais ça a été fait pourquoi? Pour faciliter la vie des gens. Le barrage hydroélectrique de Soubré a été construit à 330 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, là, est-ce que les gens ne profitent pas des avantages de l'électricité et de tous les apports que l'électricité leur apporte? Abidjan que vous voyez, tout le monde veut rester là. Abidjan, là, à un moment, là, il y avait pénurie d'eau. Le gouvernement du président Ouattara a pris 149 milliards 730 millions de francs CFA. Ils sont allés rechercher jusqu'à Beaunois comment on va alimenter Abidjan en eau. Ça, là, venez me dire que ce n'est pas vrai. Et qu'aujourd'hui, la population ne bénéficie pas de ça. Venez me démontrer que l'école de la deuxième chance, là, moi, je ne suis jamais allé à l'école. Moi, je suis villageois. Mais aujourd'hui, là, le régime du président Ouattara me dit, tu peux venir te faire une formation. On appelle ça l'école de la deuxième chance. Si toi, tu n'es pas parti, c'est ton problème. Mais ceux qui sont partis là, eux, ils sont en train d'évoluer avec leur vie. Au niveau de l'emploi jeune, quand on dit aux gens que dès que le président Ouattara prend le pouvoir, entre la période 2015-2011, il a mis un programme présidentiel pour la création d'1 million d'emplois. Il a signé une convention avec les entreprises privées. Et ça, on a appelé ça la politique nationale de la jeunesse 2016-2020. Ils ont signé des conventions où les entreprises privées font des facilités aux jeunes pour les encadrer, pour les insérer. On diminue leurs impôts. Et même pour les organismes internationaux, on favorise l'employabilité de nos jeunes diplômés. Il y a combien qui savent cela? Mais le président Ouattara l'a fait. Entre 2011 et 2020. Le gouvernement va plus loin en instaurant des programmes en faveur des jeunes. En fonction de leurs compétences, on fait la promotion de l'entrepreneuriat pour inciter les jeunes gens à se prendre en charge. Mais si toi, tu as pris ton argent pour mettre dans poulet, ou même pour mettre dans Poclet, tu ne vas pas dire que tu n'as pas eu ta chance. Mais au moins là, il n'y a aucun gouvernement qui ne l'a fait avant le président Ouattara. Si toi-même tu dis que tes doigts te font mal, tu ne veux rien faire, c'est ton problème. Si tu te vas prendre l'argent que tu mets dans Boza et que ça n'a pas marché, c'est ton problème. Boza là, vous savez de quoi je parle? Pour caler, voilà. Ou même toi tu as pris ton argent là, c'est entre cuisses de poulet et puis Poclet. C'est fini, tu as raté ta chance. Mais au moins là, l'histoire reconnaîtra qu'on t'a donné ta chance. Pour répondre au problème de chômage des jeunes, le gouvernement a créé en 2015 l'agence emploi jeunes. Il y a combien de jeunes qui sont partis là-bas? Et puis après là, ils ont dit qu'on n'a pas eu de travail. Parce qu'il y a beaucoup, nous on a été très critiques de cette institution. Parce qu'il y avait des défaillances là-dedans. Mais après ça, il y a combien qui sont partis là-bas et qui ont dit qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient? Après ça aussi, et en collaboration avec le ministère de l'Emploi jeune, il y a la formation TIMO. T-H-I-M-O. Ça veut dire travaux à haute intensité de main-d'œuvre. On a aussi les programmes AGR, les programmes de développement d'activités génératrices de revenus.
Il y a aussi l'opération Agir pour les jeunes. Mais si toi tu es trop fâché, tu es gore, ou mais toi-même là, comme bon, moi je vais rester dans mon coin. Il faut rester dans ton coin. Le monde va évoluer pour te laisser. Faut pas te renseigner. Hein. Faut pas venir vers l'information. Hein. Faut pas chercher à améliorer ta condition. Faut chercher seulement à regarder les autres évoluer. Il y a les programmes PGDEC qui sont là. PEGEDEC. Ça veut dire Projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences. Ce projet a pris 59 000 bénéficiaires en compte. Ça a été fait en 2 phases. Il y a eu la phase 1 et la phase 2. Les 2 phases faisaient 50 milliards de francs CFA entre 2012 et 2020. Toi, tu n'étais pas au courant de ça. Non, parce que toi, tu attendais d'abord qu'on libère Gbagbo. Il ne faut pas chercher à faire quelque chose. Hein? Parce que la vie facile que toi, tu veux, là, Gbagbo n'a qu'à prendre l'argent, il n'a qu'à vous appeler puis il va vous distribuer. Là. Ce temps-là est terminé. Oh. Si on te parle de tout ça, là, il faut savoir que ce projet a été réalisé à hauteur de 110% par rapport aux objectifs qui se sont fixés. Et ceux qui sont partis, il y a 72% qui se sont insérés. Donc, il faut rester sur TikTok. Il faut rester sur Facebook. Moi qui te parle là, à partir de demain, là, si je suis garçon, je n'ai qu'à m'asseoir comme ça pour parler. Je vais bien chercher mon pain, j'y mets du beurre et du caviar avant de venir crier devant vous ici. Si mon canari est vide là, je vais venir faire promotion des autres. Comme moi je suis maudit, je vais venir dire ce qui est bon et puis moi-même je vais me coucher. Quand je vous finis de parler là, qui va me nourrir? Qui va payer ma maison? Qui va me soigner? Donc là, si on vous dit tout ça là, c'est parce que nous-mêmes on se cherche nous-mêmes. Et on vient pour vous aider. Sinon on n'est pas obligé. Le gouvernement de Ouattara là, ils ne savent pas parler, c'est un gouvernement bobo. Ils font des bonnes choses, mais bobo ne peut pas dire ce qu'il a fait. Ils sont bobos. Ils ne savent pas expliquer ce qu'ils font. Donc des gens comme nous, quand on a le temps, on vient pour expliquer ça doucement, doucement à nos parents. Voilà des gens qui construisent 6 universités, qui font route, mais eux-mêmes quand on leur demande, ils disent Mais l'opération Agir pour les jeunes dont je vous parle là, ça a permis à 12 337 personnes de créer leur petit restaurant, de créer leur petit maquis, de créer leur petit quelque chose. Tous ceux qui veulent, quelqu'un qui veut travailler n'a pas besoin de milliards. Et ça, c'était en 2015. À la date du 10 août 2020, il y a 17 774 bénéficiaires qui ont reçu leur financement et qui ont débuté leurs activités. Si je vous prends l'année 2016, il y a 42 298 jeunes sur ceux qui ont été ciblés dans ce chiffre-là. La majorité a été insérée et aujourd'hui, là, ils ne sont pas en train de supporter les politiciens. Toi, il faut lier ta vie aux politiciens. Ce qui est dedans, là, ils ne vont pas te louper. La question de la jeunesse a été tellement un point central pour le président que quand il déclare qu'il y a 1 milliard par jour pour les jeunes, les gens disent mais comment ça se peut? Ça se peut simplement, ce n'est pas de l'argent qu'on va prendre pour vous remettre. Ça veut dire, si tu as créé un emploi là, l'État devient la garantie auprès des banques. C'est ce que ça veut dire. L'État n'a pas une machine pour fabriquer l'argent, mais l'État engage sa crédibilité. On peut payer parce que les banques doivent payer des impôts et autres. Même si on n'arrive pas à avoir l'argent frais, on peut leur dire, bon, vous faites des facilités fiscales. Si l'État prend ce risque-là, il y a quel gouvernement qui l'a fait avant le président Ouattara? Mais aujourd'hui, allez dans nos villages, allez dans nos campements, nos mamans se débrouillent, elles font des activités qui leur permettent d'être indépendantes et indépendantes en tant que personne. Mais mieux, c'est que le gouvernement prévoit encore, parce qu'il ne suffit pas de parler du passé. Entre la période 2021-2025, le gouvernement a investi et compte investir, puisque ça continue, 460 milliards de francs CFA. Et jusqu'en 2030, on aura au moins aidé ceux qui veulent travailler, parce que ça compte beaucoup. Ceux qui veulent travailler là, on aura aidé au moins
plus de 8 millions de personnes à pouvoir s'insérer comme il se doit. Et c'est de cela qu'il est question. Et je vais vous mettre les liens ici pour que vous puissiez vérifier. Ce qu'on vous dit là, vous prenez, vous gardez. Si ce n'est pas atteint là, vous venez nous dire ce que vous avez dit, vous avez menti. Et puis maintenant, on va condamner le gouvernement ensemble. Ça, c'est très important. Parlons un peu rapidement de la sécurité. Ah, la sécurité. Et ce qui m'a le plus intéressé, je suis allé voir ce que les autres pensent de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Bamada.net. C'est comme Abidjan.net de Bamako. Eux, ils se sont transformés, eux, nous voient en ennemis. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur journal? Attends, je vais mettre d'abord le lien, pour ne pas qu'on dise encore que je suis en train de mentir. Voilà le lien que je vais poster. Là, quand c'est comme ça, on est sur la même longueur d'onde. Je poste une deuxième fois. Bamada.net, classement 2024 des puissances africaines. Ça y est là. Maintenant, qu'est-ce que Bamada dit et reconnaît? Les 20 premières armées africaines selon le rapport Global Firepower de 2024 sont. On va vous citer les armées les plus puissantes de l'Afrique. Première armée, Égypte. Deuxième, Algérie. Troisième, Afrique du Sud. Quatrième, Nigeria. Cinquième, Éthiopie. Sixième, Angola. Septième, Maroc. Huitième, République démocratique du Congo. Neuvième, Tunisie. Dixième, Soudan. Onzième, Libye. Douzième, Kenya. Treizième, Mozambique. Quatorzième, Tchad. Quinzième, Zambie. 16e, Côte d'Ivoire. Poloar, 16e. 17e, Zimbabwe. 18e, Tanzanie. 19e, Cameroun. 20e, le Mali. Ça là, tu n'as pas entendu? C'est ceux qui ne nous aiment pas là. Mali là, et même ils reconnaissent qu'on les bat. Quand on prend les armées les plus puissantes d'Afrique en 2024, là, je n'ai pas dit 2025, je n'ai pas dit 2023. Moi, je te parle de ce qui est là. Nous, là, on est 16e en Afrique. Il y a 54 pays. Nous, on est 16e parmi les plus puissants qu'on peut citer sur le continent africain. Ça veut dire, nous faisons partie, grâce au président Ouattara, des puissances militaires africaines en 2024. Il faut laisser pour Afrique, là. Et CEDEAO. CEDEAO, là. Le même article te dit, Nigeria qui est 4e, là, en Afrique, là. Quand on vient dans la CEDEAO, là, Nigeria est la première puissance armée. Maintenant, si on vient zone CEDEAO, là, après Nigeria, là, c'est Kolowar. C'est nous. Nigeria est la première puissance militaire. Après, c'est la Côte d'Ivoire qui est la deuxième puissance militaire de la CEDEAO. Ça, là, tu n'as pas aimé, là. Les Maliens eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Ils ont mis ça sur Bamada.net. Donc, ils crient, là. Ils savent qu'on peut couper leur queue. Ils savent ça. Ils savent ça très bien. Maintenant, et au plan mondial. Ah, toi aussi. Au plan mondial, là. Tous les jours, je dis ici, on est 98e armée sur 145. Avec un index de puissance de feu estimé à 1,9869. Selon le rapport du 7 janvier 2024 de Global Fire Power. Éclaireur, il faut nous donner le lien là, sinon on ne croit pas. Ok, attends, je vais mettre. Voilà ça. Ceux qui ne sont pas sur YouTube, pardon, sur Facebook, vous verrez les liens. Si vous venez voir le direct, ça est là, on n'efface pas. Et donc, voilà le lien qui est là. Et donc, ça veut dire quoi? Il n'y a pas un bien qui est plus précieux que quand tu sais que ta vie est en sécurité. C'est ce qui fait que nous autres, on est en train de crier ici aux États-Unis, partout le monde. C'est parce qu'on est en sécurité. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut qu'on parle des retraités. Il faut qu'on parle des retraités. Le 8 octobre 2024, on a appelé les patrons du gouvernement, on dit venez. Les retraités là, vous avez fait quoi pour eux? Il y a une madame là, elle s'appelle Fatou Fofana Soro. On dit madame, il faut venir, elle est venue. Quand elle est venue, on lui a demandé, il faut nous faire bilan. Quand elle est restée son bilan, là, voilà ce qu'elle nous dit. Elle dit, on a révalorisé le salaire des pensions. On dit, nous, on sait ça, Le président nous avait parlé de ça. Il faut laisser ça, il faut dire quelque chose.
Elle dit, ce que vous ne savez pas là, il y a l'inclusion des travailleurs du secteur informel. Ah, donc ceux qui sont dans le privé aussi. Elle dit, hein? Il dit, ah, ok, nous on ne savait pas. On a compris. On y est après. Elle dit, il y a la retraite complémentaire qui a été mise en place. Et il y a une prime spéciale qu'on accorde aux retraités. C'est là que je dis, madame, il faut bien expliquer. Elle dit, depuis 2024 là, chaque retraité a reçu une prime équivalente au tiers de sa pension mensuelle. Ça veut dire, on leur donne des primes là, on divise leur salaire mensuel là, on divise par 3, les 1 tiers là, on ajoute ça pour leur donner. Je dis, ça c'est bien. Elle dit, cette mesure vise à apporter un soutien financier supplémentaire, notamment en période de rentrée scolaire. Elle dit, c'est mon patron là-haut, Ouattara. Il dit, comme il y a la rentrée là-haut, on n'a qu'à ajouter ça dessus. Je dis, vous êtes gentil. Elle dit, c'est comme ça, nous on est où. Je dis, ça c'est bien. Je dis, et après ça? Elle dit, le gouvernement a bâti un système de retraite plus solide et plus juste à travers la décentralisation de ses services. Elle dit, le gouvernement là, comme tout le monde venait à Abidjan là, ils disent maintenant ils ont construit des centres partout dans les grandes capitales du pays là. Les retraités non plus, ils sont déjà vieux. Je dis, elle dit, ils ne se fatiguent plus. Ils restent dans leur région là-bas, ils ont décentralisé pour faciliter. Ils ne vont plus dépenser transport. Et puis elle me dit qu'il y a des retraités même qui sont venus à Abidjan, il n'y avait pas un endroit où rester, ils sont morts. Je dis, ça c'est vrai. Elle me dit, maintenant tout ça c'est fini. On a décentralisé. On appelle ça la décentralisation. Et femme Dioula, quand elle a raison là, c'est comme Djeneba Djaba. Elle est là, elle parle. Je dis, tu as raison. Femme Dioula, tu as raison. C'est bien. Mais tant que je me retourne, elle me dit, avant 2015 là, les activités même de la CEGRAES, tout était à Abidjan. Mais depuis, on a créé 12 agences régionales. Et toutes ces agences sont ouvertes dans les différentes villes. Et puis elle fait ça, même comme la moyenne les femmes font là. Je dis, madame, si tu es en train de te moquer de moi, il faut cesser. Il faut cesser. Ce que tu as dit là, je suis d'accord. Je n'ai pas dit que je n'accorise pas. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas faire ta main comme ça sur moi. Parce que quand les femmes du là, elles fait sa main. Ça veut dire qu'elle n'a rien à se reprocher, quoi. Et qu'elle a la confiance là. Et puis elle fait sa main comme ça. Je dis, ok. Mais nous, les gars là, nous, on ne mange pas tout ça là. Nous, c'est pierre, nous, on mange. Nous sommes les hommes de la pierre taillée. C'est pierre, nous, on mange. Nous, on ne fait que poser des pierres. Nous, on est encore à l'époque de la pierre taillée. Mais je dis, vrai là. Ça, c'est vraiment bon. 12 agences régionales qui sont fonctionnelles dans toutes les villes. Et la CNPS a ouvert 5 nouvelles agences en 2023 dans plusieurs localités. Elle m'a dit ça aussi. Elle dit, et tout ça, c'est pour faciliter la vie des gens. Hein. Elle dit, c'est comme ça. Oh. Et pour terminer encore, elle me dit que d'aller dire aux gens qu'il y a de nombreux projets dans le cadre de la protection sociale. Ça veut dire la retraite, les logements, l'assurance, le chômage, la retraite complémentaire et le secteur privé là. Et la branche des accidents et travail et maladies professionnelles, ils sont en train de travailler sur tout ça. Et ils vont faciliter la vie aux Ivoiriens. Bon, c'est ça quand on a fini, on s'est séparés. J'ai dit, en tout cas, pour vous être doux, mais donnez-nous un peu. Et donc, si vous voulez vérifier ce qu'on a dit là, voilà le lien qui est là, allez vérifier. Et puis, venez nous dire que si maintenant il y a palabre là, on va appeler Madame Soro, et puis on va venir discuter. Mais toujours est-il que vous ne pourrez pas. Parce que ce sont des choses qu'on voit. Il faut aller compter les centres de la CEGRAES qui sont dans le pays. Tu vas voir. Tu peux aussi compter les CNPS. Tu vas voir. Il faut aller demander aux retraités. Ils vont te dire de quoi il est question. Il y a la mère Kaya Justine qui dit qu'on ne voit pas ma main. Maman, si tu fais, je vais te raconter un film qui va te faire tomber des... Si tu fais, je vais te raconter un film qui va te faire tomber. Bon, d'ailleurs, même je raconte le film. C'était dans un village. Bon, j'ai choisi quelle ethnie même aujourd'hui. Donnez-moi une ethnie. Là, comme ça. C'était dans un village. C'est pas un film qui est long. C'est le dernier film que j'ai regardé. Donnez-moi le nom d'une ethnie. J'attends le nom d'une ethnie. Bon, on va supposer que c'était dans un village Yakuba. Et le film là n'est pas long, c'est un film qui est rapide. En fait, là, il y a un vieux là-bas qui élevait un poulet. Il était tellement fort. Bon, il y a le Fatiga qui dit de prendre Sénoufo. Ok, c'était dans un village Sénoufo. Et vous les connaissez. Ils sont forts dans cultiver coton
et puis dans pédaler vélo. En tout cas, c'était entre la frontière Odine et puis Korogo. Maintenant, il y a un village là-bas, là, c'est le village là. Maintenant, le vieux là, lui, il dit, il ne fait pas champ, hein. Lui, c'est culture, c'est élevage de poulets, il fait. Tellement il était devenu fort dans l'élevage des poulets là. Un jour maintenant, on a cherché à comprendre comment il fait et puis ces poulets là sont bien élevés comme ça. Parce que tout le monde a entendu parler de lui. Hein. Donc quand on allait maintenant, et puis maintenant on voulait se renseigner pour faire une interview avec le vieux là. Quand il est sorti là, qu'est-ce qu'on voit? Lui-même il est assis sur un poulet. Et puis maintenant, comme cheval, quoi, il est assis sur un poulet. Et puis maintenant, il est en train de galoper sur le poulet là. Et puis il sort. Et puis il a soulevé sa main pour nous dire bonjour. On dit ouais, le vieux. Toi tu n'es plus un éleveur. Hein. Toi tu n'es plus un éleveur. Tu es un Soumanguru Kanté. Donc là, tellement ces poulets-là sont bien gros et bien gras, je vous invite, si vous avez la possibilité, d'aller visiter ce village et de déguster ces poulets-là. Ça, c'était pour faire un peu dans le comique.